Voilà, vous venez de l'entendre à l'instant dans un extrait de son spectacle Shaolin. Cyril Ettès est ce soir en direct sur VFM. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ah, nous sommes très très heureux de vous accueillir sur VFM. Oui. Pour deux raisons déjà. D'emblée, le retour de Don Quichotte hier soir à la télé, c'était top, vraiment top. Ah ouais, Anthony Joubert, Nicole Ferroni et Pascal Rocher avec vous. Franchement, c'était un très beau sketch. Bravo. Ouais, j'étais bien entouré, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, vraiment un très beau sketch. Et puis aussi, moi j'aimerais vraiment, là, même à titre personnel, je pense, juste avant qu'on nous parle de votre spectacle, eh bien j'aimerais vous féliciter pour ce superbe hommage que vous avez interprété. Ouais. C'était le 26 février 2013, donc ça remonte un petit peu. C'était sur le maître de la comédie en France, le maître de l'humour des années 60-70, Louis de Funès. Bravo. Ouais. Ah ouais. C'est un beau souvenir, oui. Ah non, franchement, bravo. C'était un très bel hommage. On dit que vous êtes fan. Bah oui, on l'a compris, hein, je pense. Hein. Ouais. Vous avez connaissé tous ces films, j'imagine, non? Ah bah oui, j'ai tout vu. Moi, j'ai grandi avec ça, donc je me suis vraiment nourri, je crois, inconsciemment de ce que faisait De Funès pour en faire une force à ma manière. Donc, parce que les gens me comparent parfois un petit peu, ce qui est un peu gênant en même temps, mais c'est vrai qu'il y a certainement une filiation, parce que moi, je me suis vraiment nourri de l'énergie et de la folie de De Funès pour faire mon personnage. Ça, c'est assez évident. Ouais. Ne serait-ce que le débit de parole. Oui. Ah ouais. C'est pas vraiment décliné de ça, mais c'est vrai qu'il y a des points communs. Je pense parfois ça m'étonne un peu aussi, mais bon. Ah mais je pense quand même que ce débit de parole, c'est un peu votre marque de fabrique, non? Ah oui, complètement, bien sûr. Oui, ça c'est Cyril Ettès, hein, la vitesse à laquelle vous parlez, franchement, c'est top niveau. Hein. C'est ce qui fait un peu que je me démarque un peu de ce que font les autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les humoristes ont parfois tendance un peu à répéter les mêmes styles, les mêmes thèmes, et moi c'est vrai que ce débit me démarque un peu des autres, et du coup ça fait que les gens se rappellent un peu plus facilement de moi, ouais. Mais est-ce que vous vous inspirez de Louis de Funès pour puiser l'énergie dans vos sketchs? Comme je vous disais, probablement inconsciemment, mais c'est pas une volonté claire et nette. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé mon spectacle et mes personnages, je me suis pas levé un matin en me disant tiens, aujourd'hui il faut que je fasse comme De Funès. Mais je crois que c'est vraiment inconscient. Moi j'ai vraiment grandi avec les Fantomas, les Rabbi Jacob, la Grande Vadrouille, tout ça, et tout petit j'imitais De Funès. Donc je pense qu'il en est resté quelque chose aujourd'hui qui ressort du coup dans le spectacle. Ça c'est certain. Alors vous savez qu'on a demandé à nos auditeurs de poser des questions toute cette semaine, que je vais vous transmettre. Nombreuses sont les questions de nos auditeurs sur Ondar. Mais avant qu'on les aborde, moi j'aimerais, Cyril, que vous nous parliez de ce moine bouddhiste Shaolin, dégarni, il a l'œil un peu affûté, là, que l'on voit sur les affiches de votre spectacle. De quoi il s'agit? Parlez-nous un peu de ce spectacle. Comme je dis souvent, le Shaolin, en fait, c'est le moine qui est à la fois très zen et très très calme, et qui en même temps peut être très rapide et très précis dans ses gestes, et finalement ça me correspond assez, quoi. C'est un petit clin d'œil métaphorique, on va dire, pour dire que je peux être très calme, que ce soit dans la vie ou sur scène, et en même temps très surexcité, très rapide et très précis dans le débit, dans la diction, pour arriver là où je veux aller. Et puis ça me permet aussi de faire un pitch de départ dans le spectacle où je dis que pour calmer ma nervosité et mon anxiété, je me suis exilé dans un monastère Shaolin pour devenir un peu plus calme, un peu plus zen. Mais en fait dans le spectacle ça se passe pas du tout comme prévu, et ça part un petit peu dans tous les sens. Ah mais moi on m'a dit carrément que vous aviez rencontré ces moines. Ah, non, pas du tout. C'est pas vrai, ça c'est n'importe quoi, d'accord. Non, c'est vraiment une blague dans le spectacle, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont pris pour argent comptant et qui croient vraiment que que je me suis exilé et tout. Genre je suis vraiment quelqu'un de déprimé. Ça c'est drôle, d'imaginer ça. Mais bon, pourquoi pas. J'ai lu quelque part également que votre ami Anthony Joubert. Alors Anthony Joubert, c'est un ami de longue date, d'après ce que je peux comprendre. Ouais, c'est vraiment un ami, je vais dire d'adolescence. On s'est rencontrés au début des années 2000. Moi, j'avais un gros festival ou deux à mon actif. Je démarrais depuis quelques années, et puis lui avait 17-18 ans, et il démarrait complètement aussi. Et, D'accord. Il faisait un hommage à Élie Kakou, et on s'est rencontrés en fait au détour d'une audition au Quai du Rire à Marseille, et on a sympathisé très sommairement comme ça, et on s'est revus petit à petit après. Lui, il a fait sa carrière avec Eric Collado, et puis en fait on s'est vraiment retrouvés en 2006-2007, quoi, quand il y a les réseaux sociaux qui se sont vraiment démocratisés sur Internet. On a vraiment repris contact par ce biais, et puis depuis je vais pas dire qu'on se quitte plus, mais on est redevenus très très proches en tout cas. Ouais. J'ai lu qu'il vous a aidé dans le spectacle Shaolin. Dans quelle mesure l'a-t-il fait? Lui en fait, moi c'était une période un peu quand j'ai travaillé Shaolin, c'était une période où j'étais un peu anxieux, peut-être un peu déprimé aussi par rapport à ma situation professionnelle, et lui en même temps était vraiment en train d'exploser grâce à l'émission Incroyable Talent,
Et donc on s'est un peu retrouvé à cette période et comme le spectacle qu'il avait vu lui plaisait bien, il m'a tout simplement proposé de me mettre en scène et de me filer un coup de main pour l'énergie. Et chose que je n'osais pas lui demander d'ailleurs, j'avais très envie de travailler avec lui parce que moi j'adore ce qu'il fait. Et c'est vrai que je n'osais pas lui demander parce qu'à l'époque il était vraiment très pris. Bon, il travaille toujours beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque ça a explosé vraiment pour lui. Et c'est lui qui est venu naturellement vers moi. Donc ça a été une rencontre humaine et professionnelle qui s'est reconstituée comme ça et il m'a beaucoup apporté. Je vais dire qu'il m'a décomplexé en fait, parce que avant je restais encore un peu coincé dans ce que je faisais malgré la folie de mon personnage qui était un peu naissante. Et lui il m'a vraiment ôté des limites et il m'a vraiment beaucoup apporté en fait. Hein, ça, on ne le dira jamais trop. Rien qu'à observer sur le papier vos personnages, on vous imagine vraiment très bien jouer la petite vieille avec ses crabes dans le bus, le parano raciste ou je sais pas encore la chronique sur les émissions de TV là de votre enfance. Vous êtes un passionné d'animation japonaise, j'ai lu quelque part également. Et est-il vrai que vous avez aussi fait du doublage? Ouais, j'en ai fait un petit peu. En plus, j'adorerais en faire, mais vraiment beaucoup. Ouais. Mais c'est un milieu assez fermé, donc je sais qu'il faut passer un peu par des gens qui sont un peu bien placés. Il faudrait qu'un jour je branche vraiment Éric Métayer là-dessus, parce que lui fait beaucoup de doublage. Mais ça fait partie des petites ambitions que j'ai pour le futur, quand j'aurai un peu plus de temps à accorder à d'autres choses que mon spectacle. Mais oui, le doublage, j'en ai fait un petit peu. C'était pour un dessin animé japonais très violent d'ailleurs. J'en garde un super souvenir. Et moi qui adore les dessins animés, ouais, j'adorerais les doubler. Pas forcément du dessin animé d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que le dessin animé me plaît énormément. J'adore travestir ma voix et partir dans des délires. Voilà, ça me plaît évidemment. Ouais, donc le dimanche matin, on vous trouve devant la télé devant Scooby-Doo, quoi. Ouais, plus maintenant, mais il y a quelques années encore, ouais, complètement. Alors, j'ai lu également que le 26 et le 27 juillet prochain, vous êtes au Festival Rock en marche à Saint-Martin-Sainte-Catherine. C'est à 30 km de Limoges. Ouais. J'ai lu aussi que le 6 août, vous êtes au Théâtre de Verdure à Draguignan. Et en septembre à Noces, en octobre à Marseille, ou bien également en Belgique, et ensuite en décembre en Suisse. Voilà, ça bouge, hein. Oui, ça bouge beaucoup, et ça c'est une chance qu'on a, c'est que on est très sollicité pour jouer ici et là nos spectacles respectifs, toute la bande de On ne demande qu'à en rire. Donc c'est vrai que l'émission nous a un peu propulsés. Moi, ça fait quelques années que je tourne quand même, mais les gens me découvrent depuis 2 ans et viennent me voir beaucoup plus massivement, on va dire, qu'avant. Donc c'est indéniable que c'est une chance énorme qu'on a d'avoir été mis en valeur par la télévision et par Laurent Ruquier et Catherine Barma. Donc ça, je leur en serai toujours reconnaissant. Ça, c'est évident. Alors j'ai une question moi de Élodie de la ville du Temple, qui est tout près d'ici. Êtes-vous tenté avec le temps de modifier le texte ou certains sketchs en fonction peut-être de l'actualité? Mon spectacle actuel, pas spécialement. C'est vrai que j'ajoute toujours des petites choses, mais c'est plus sur le ton de l'improvisation ou du délire avec le public. J'aime beaucoup participer avec le public dans le spectacle. J'aime l'interactivité, ça me plaît beaucoup. Donc ça m'arrive de sortir un petit peu du texte pour alpaguer un peu des gens ici et là. Donc c'est plutôt de cet ordre. Après, le texte en lui-même change assez peu. Mais c'est vrai que les sketchs, moi, le spectacle, je le tourne depuis 2008 à peu près dans cette version, donc c'est vrai qu'il a eu le temps d'évoluer. Il est rodé, hein. Voilà, il y a des choses qui sont parties, des choses qui sont arrivées, donc voilà. Pour moi, un spectacle n'est jamais complètement fini en fait. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir le retravailler, rajouter des petites choses et puis le faire évoluer, non pas en fonction de l'actualité, mais en fonction des situations sur le moment, selon la ville dans laquelle on va jouer. Il a pu se passer un fait divers la veille, on peut en jouer, quoi. Voilà. Enfin, c'est plus de cet ordre-là, mais le texte en lui-même ne bouge pas. Non. Jean de Montauban, êtes-vous surpris ou parfois déçu lorsque le public ne réagit pas sur une vanne? Ça peut être déstabilisant en fait. C'est en même temps la magie du truc, c'est que quand vous écrivez sur le papier vos sketchs, que ce soit pour la télé ou pour la scène, l'idée c'est que ça fasse rire quand même. Donc on travaille, on ambitionne de telle sorte à ce que ça fonctionne en ce sens. Maintenant, c'est vrai que parfois une vanne ne fonctionne pas, ne marche pas, ne fait pas rire, et ça, pour quelle raison? Soit on l'a mal vendu, soit tout simplement c'est pas drôle. Donc la sanction, elle est immédiate sur scène. On peut pas tricher, il n'y a pas de deuxième prise. Voilà. Ouais, mais toutes les salles ne réagissent pas pareil. Toutes les salles ne réagissent pas pareil. C'est vrai que ça m'est arrivé parfois d'enchaîner 10 représentations, un sketch qui marche du tonnerre, et puis la 11e, je joue de la même façon, et pour une raison que vous comprenez pas, vous ne cernez pas, le public ne réagit pas. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits aussi où les gens sont beaucoup plus dans l'écoute, ce qu'on appelle dans l'écoute, c'est-à-dire ne rit pas forcément, mais c'est un rire plutôt intérieur. C'est-à-dire que les gens vous écoutent avec intérêt, mais ne manifestent pas par des gros rires ou quoi, et
ça parfois ça peut être déstabilisant, mais oui. mais bon, on s'y fait assez facilement parce qu'à force de tourner, on prend nos marques et puis l'essentiel c'est de prendre vraiment du plaisir à ce qu'on fait sur scène et pour le transmettre au public. Après, si le public rigole à gorge déployée ou rigole de manière intérieure, l'essentiel c'est qu'ils aient passé un bon moment en notre compagnie pendant une heure et demie, quoi. J'aimerais également préciser que vous avez fait aussi les premières parties de Michael Gregorio et de Patrick Bosso. Bravo, hein. Comment ça se passe concrètement? Votre mission est de chauffer la salle. Est-ce que vous avez carte blanche à ce moment-là? Oui, complètement. Les premières parties, en plus, la moitié des premières parties que j'ai faites, ça a été dans le cadre de festivals, donc ça c'est toujours agréable, c'est-à-dire que vous participez à des concours quand vous démarrez dans le métier, et puis vous avez la chance de participer à un spectacle où vous êtes 3-4 humoristes à faire la première partie d'une tête d'affiche reconnue. Oui. Donc là, effectivement, on fait les sketchs de nos spectacles du mieux qu'on peut, et puis parfois, c'est les artistes eux-mêmes qui nous choisissent, ce qui a été le cas pour Michael Gregorio, à l'époque de sa tournée sur le précédent spectacle. Il m'avait vu en audition dans un petit café-théâtre à Marseille et il m'avait choisi parmi une quinzaine d'autres artistes et j'étais parti pour faire sa première partie le lendemain. Donc c'est vrai que c'est très valorisant, très gratifiant quand on est choisi par un artiste en place et voilà, quand c'est quelqu'un comme ça qui vous choisit, qui dit je veux lui pour qu'il fasse telle chose, là c'est très très gratifiant. Donc voilà, oui, les premières parties c'est toujours carte blanche, on fait ce qu'on veut, on fait notre univers. Le but c'est un peu de servir la soupe, hein. Voilà, les gens nous connaissent pas, ne viennent pas pour nous, donc on a 5, 10, 15 minutes pour convaincre un public qui n'est pas venu pour nous et si on les fait rire, si on les embarque, c'est gagné, c'est un bénéfice pour la suite. J'imagine que ça met encore plus la pression, non? Ouais, ça met en même temps pas tellement, je dirais de façon un peu étonnante parce que en fait c'est un moment très très court. Je dirais qu'on n'a même pas le temps de le savourer. Moi je me souviens que quand j'ai fait Michael Gregorio, j'étais super content, mais en fait c'est passé très très vite. Ce qui fait que les gens sont rentrés assez vite dans l'univers, mais dès que les gros applaudissements et les gros rires arrivent, finalement c'est c'est la fin. Donc finalement il y a un côté un peu frustrant. Ouais. Et mais bon, c'est des expériences. Il faut vraiment passer par là, faire des premières parties. C'est super galvanisant. C'est très important quand on démarre. Alors j'ai plein de questions là sur Ondar. Parlons un peu de cette émission. On ne demande qu'à en rire. Alors que la saison 4 s'achève la semaine qui vient, je crois. La semaine prochaine, elle s'achève. C'est la semaine prochaine. Voilà, on a tourné les dernières émissions début de semaine dernière. Donc parce qu'il y a eu un gros décalage à cause de Roland Garros. Et oui. Donc là, forcément, voilà, les dernières émissions, les 5 dernières, vont être diffusées à partir de lundi. Voilà. Vous allez repasser quand vous savez, non? Alors moi j'ai fait mon dernier passage donc hier, donc en solo, oui. Et par contre j'ai été appelé avec tous les copains disponibles pour faire partie des dernières. Donc je crois que j'ai deux apparitions dans les sketchs des copains. On va pas se mentir, hein, c'est Anthony Joubert et Sacha Judasco, hein, donc voilà, on va faire des apparitions comme ça et ça va être des beaux sketchs. Il y a de très très beaux moments sur ce final et voilà, on a essayé de prendre autant de plaisir que possible et entre les rires et un peu l'émotion aussi parce que c'est une émission qui s'achève et c'est une petite partie de notre vie, même si ça a été court, ça a été très très important pour chacun des artistes qui ont pu émerger de cette émission. Donc voilà, faut vraiment les regarder parce que c'est voilà, on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais donc est-ce qu'il y aura encore un parrain la semaine prochaine ou pas? Alors je crois que si je me souviens bien, sur les 2 premières, il y a encore un parrain. Je ne me souviens, je sais plus si c'est Donnel ou Verino. Ouais. Et puis les 3 dernières émissions, le parrain fait un roulement. En fait, chaque émission il y a un parrain. Et la toute dernière, les petits scoops, il y a pas de parrain, personne n'est noté. C'est vraiment des sketchs pour le fun et avec tous les artistes qui reviennent pour la dernière émission, un peu en disant au revoir, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée, quoi, puisque à la fin, de toute façon, ça sert plus à grand chose de nous noter sur la dernière émission. Oui, donc on a vraiment fait un gros clin d'œil comme ça. Alors on a reçu de nombreux auditeurs pour la même question. Beaucoup se demandent, alors il y a Julie de Toulouse notamment qui nous demande pourquoi en fait cette émission s'arrête. Est-ce que vous le savez vous? En fait, je vais vous dire, moi, c'est nous les artistes qui faisons l'émission, on est souvent au courant les derniers de tout ce qui concerne l'émission. C'est-à-dire que les gens sont souvent savent toujours ce qui va se passer un petit peu grâce aux réseaux sociaux, grâce aux rumeurs, etc. Ouais. Et nous, on est un peu les derniers informés. De ce que je sais, c'est tout simplement que la chaîne n'a pas renouvelé parce que l'émission
malgré ces bonnes audiences. Alors moi, ça après les audiences, j'y comprends pas grand-chose, mais à ce qu'on nous a expliqué, c'est que l'émission ne touche pas la cible prioritaire de France 2, à savoir la fameuse ménagère, ce qui génère tout l'argent, quoi, en fait, hein, l'argent dû à la publicité, tout ça. Bah, c'est un public qui ne regarde pas, on ne demande qu'à en rire, donc ça n'intéresse plus France 2. C'est aussi bête que ça, c'est une question de cible. La cible visée par France 2 n'est pas à l'écoute de l'émission, donc ils arrêtent le programme. C'est aussi bête que ça. C'est dommage, mais que voulez-vous que j'y fasse? Surtout que avant Roland Garros, quand même, les chiffres vacillaient autour de 800 000 téléspectateurs par jour, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait en moyenne un peu plus, à peu près aussi bien ou voire un peu mieux que ce qu'on faisait avec sur la fin avec Jérémy Michalak l'an dernier. Donc oui, c'est vachement bien pour une émission qui a été annulée, qui est revenue un petit peu en catastrophe. Donc c'est sûr que c'est vachement bien. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, d'après ce que je vais comprendre, ce n'est pas fermé. Il est possible qu'on vous revoie l'année prochaine, par moment, quoi. Oui, voilà. Alors c'est après, pas fermé, quoi. C'est des choses qui ont été un peu lancées dans les médias. Catherine Barma était la première à dire ah bon, je ne suis pas au courant. C'est quand même elle la productrice, donc si elle n'est pas au courant de tout ça, je crois qu'il faut vraiment considérer que c'est des rumeurs. Après, c'est vrai que c'est arrivé cette année. Hein. Bon, après, c'est vrai que si l'émission a été remise, c'est aussi parce qu'il y avait une nécessité de clore un contrat entre la société de production Tous sur l'écran qui produit On ne demande qu'à en rire et France 2, parce que l'émission Pour tous de Laurent Ruquier, qui était produite également par Catherine Barma, c'est interrompu un peu en catastrophe, donc il fallait poursuivre l'année avec un programme de Tous sur l'écran. Et la meilleure chose à faire, c'était de reproduire On ne demande qu'à en rire, même de manière éphémère, quoi. Mais enfin, je crois que dans l'esprit de France 2, qui avait déjà annulé l'émission l'an dernier, il n'y avait pas de volonté très nette et très manifeste de reconduire réellement ce programme. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Après, voilà, on peut jamais dire jamais. C'est sûr que si l'année prochaine il s'avère que aucun programme n'apparaît satisfaisant pour France 2, peut-être qu'ils nous rappelleront. Mais dans quelles conditions, sur quelle façon, comment, pour faire quoi, ça reste la grande interrogation. Cyril Ettès, vous faites partie des pensionnaires, hein, pour ne pas dire des humoristes phares de l'émission. Là, j'ai une question qui revient très très souvent, et pourtant Catherine Barma avait décidé en son temps que vous également seriez noté alors que d'autres ne le sont pas. La question, c'est comment vivez-vous cela? Parce que cette question revient souvent. Alors, comme je vous disais, en fait, l'émission elle est revenue un peu en catastrophe. C'est-à-dire que quand on nous a rappelé, déjà on nous a demandé qui était partant pour revenir dans l'aventure. La première question, ça a été ça. C'était même pas la question des notes et tout. On nous a demandé d'abord qui a envie de revenir. Donc à ça, tout le monde a répondu ou pas. Et là-dessus, on nous a reposé une question. On nous dit voilà, le règlement va changer. Il va y avoir un nouveau jury. Va y avoir un parrain parmi les anciens. Et puis les semi-anciens. Alors ce que j'appelle les semi-anciens, c'est-à-dire des gens comme moi qui sont arrivés en fin de seconde saison. On nous a annoncé qu'on serait noté. Personnellement, et je vais vous dire, et ça je vais pas me permettre de parler pour les copains, mais enfin je crois qu'on est à peu près tous d'accord parce qu'on parle entre nous en coulisses de tout ça. Sincèrement, on s'en foutait complètement. D'être noté ou pas noté, pour nous c'était la même chose. L'essentiel c'était de venir faire des bons sketchs et puis de garder ce contact avec le public et avec le jury. Donc après la note, c'est on va dire c'est un petit plus, ça fait partie du concept du jeu. Mais être noté ou pas, pour moi ça changeait strictement rien. J'ai un peu l'impression que parfois on a autour de nous, je parle pas de la production, je parle pas du public, mais je sais pas, comme si on avait un peu envie de dresser un peu les artistes les uns contre les autres, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont notés et d'autres non. Eh oui. Enfin, pour nous, ça a vraiment rien changé du tout. Enfin, moi, la seule, j'ai quand même, ça, je vous coupe Cyril, excusez-moi, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'au cours de cette saison 4, vous avez été parfois, sèchement noté quand même par le jury. Et là, je fais allusion non pas à votre 31e passage, mais au 32e, avec justement Anthony Joubert. Vous savez, c'était Le monde entier aime les pompiers. Tout à fait. Ce sketch était quand même, je sais pas moi, vous avez des notes qui correspondaient pas du tout, moi, à mon avis, au sketch, 12 sur 20, enfin, je sais plus, c'était à peu près ça, je crois, il me semble. En fait, ça a été, je sais plus si ça a été entièrement diffusé dans les explications, parce qu'il y a toujours un petit peu des petites coupures dues au montage. Ça a été très particulier, ce sketch, parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc, il s'est arrivé un petit peu cette catastrophe du double buzz, qui était pas grave du tout, mais enfin, que j'ai subi donc au 31e passage. Oui. Là-dessus, donc,
je crois d'ailleurs que cette règle de la contrainte, elle a été un petit peu inventée parce que je suis pas sûr qu'ils avaient prévu qu'un pensionnaire puisse se casser la gueule à ce point. Ah ben jouer sous hélium, c'est dangereux en plus. Voilà, donc je crois que la contrainte, elle a été un peu inventée sur le coup parce qu'ils étaient un peu catastrophés. Et donc voilà, au début on me donne cette contrainte de l'hélium. Bon, très bien. Et puis veille de jouer le sketch, quand je dis la veille, c'est le jour précédent. Ah ouais. J'avais écrit le sketch en pensant à l'hélium, donc j'avais fait tout un truc sur le par rapport au doublage de dessin animé, j'avais fait tout un truc sur le changement de voix, etc. Et puis la veille, on me dit la chaîne a décrété que jouer sous hélium c'était trop dangereux, donc on change la contrainte. On sait pas encore ce qu'on va te donner, mais on change la contrainte. Donc quand vous avez écrit le sketch basé sur une contrainte précise et qu'on vous annonce que vous allez devoir faire autre chose, déjà ça devient problématique. Ce qui fait qu'effectivement, on me dit maintenant tu vas jouer avec des patins à roulettes, mais bon, le jury n'est pas briefé de ce changement, et moi j'arrive sur scène avec les patins, donc évidemment c'est rigolo, mais ça n'a plus rien à voir avec le déroulement en soi du sketch. C'est vraiment un truc qui est un peu surréaliste et qui n'amène, avec lequel j'ai pas pu jouer comme j'aurais pu, parce que j'étais parti sur le changement de voix. Et donc je crois que le jury a été un peu déstabilisé par ça, parce que les premières remarques qu'ils m'ont faites, mais qui étaient justes en soi, c'était que les patins, je m'en suis pas servi, et sauf que moi j'avais écrit le sketch d'une certaine manière et pas en pensant aux patins à roulettes. Donc voilà, le sketch en soi était drôle. D'ailleurs, je crois qu'il avait été très bien noté par le public, qui avait mis 15, je crois, un truc comme ça. Oui. Et c'est vrai que ça contrastait un peu avec le jury qui n'a pas adhéré complètement à cette histoire de patins à roulettes. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, et c'est pas bien grave quoi en soi. C'était quand même d'autant plus grisant que Anthony, lui aussi avait été malmené quelques semaines avant, je crois, ou quelques jours avant, durant l'émission qu'on a un sketch, quoi, décidément. C'est vrai qu'il y a toujours c'est-à-dire on est toujours un peu tributaire. En plus, le problème, c'est que ce jury, faut aussi le rappeler aux gens, c'est-à-dire que ce jury ne nous connaissait pas. Nous, on avait beau être installés dans l'émission, c'est vrai qu'on était un peu tombé peut-être dans une forme de routine, parce qu'il faut bien être honnête, la plupart des sketchs qu'on a fait sur la fin étaient parfois un peu surnotés. Je parle de la saison 3. Hein. Oui. Le public et le jury nous connaissaient bien, donc il y a certainement eu un petit peu on va dire de sketchs un peu faciles qui ont été gentiment notés, alors qu'avec le jury actuel, ces mêmes sketchs auraient probablement eu de moins bonnes notes. Donc le jury en fait nous a découvert, et de leur aveu même d'ailleurs dans les premières émissions, ils ne nous connaissaient pas pour la plupart, donc ils nous ont vraiment jugés avec un œil complètement neuf et certainement un peu plus sévère. Donc moi ça m'a franchement pas gêné plus que ça. J'ai beaucoup apprécié ce nouveau jury, même si parfois je trouve qu'ils auraient pu se lâcher un peu plus sur les notes, mais on peut pas dire d'un côté les notes je m'en fous, et d'un autre côté y accorder une réelle importance. Moi ce qui m'a toujours intéressé c'est l'écriture des textes et défendre les sketchs, même quand j'y croyais un peu moins et même quand ils ont moins fonctionné. J'ai très peu de sketchs franchement dans mon parcours dans l'émission dans lesquels on va dire que je renierais quoi. Franchement il y a peut-être 5 ou 6 à tout casser que vraiment je suis déçu d'avoir interprété de cette façon. Mais même certains sketchs qui ont moins plu au public ou au jury, moi je continue à les défendre parce que je me suis amusé et que j'ai pu réussir à faire et à dire ce que j'avais envie de faire. Donc après les notes et le commentaire du jury, c'est encore quelque chose dans un deuxième temps, quoi. Cassandre de Moissac, est-ce que ce 31e passage, vous avez été doublement buzzé, a eu une incidence ensuite sur votre public en tournée? Bizarrement non, c'est-à-dire, enfin en tout cas, tant mieux. Non dans le sens négatif, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est toujours pareil quand vous êtes buzzé dans cette émission. Enfin ça, moi je vois par rapport mais en général les gens qui se font buzzer sont des gens qui en sont à 1 ou 2 passages. Enfin c'est au tout début. Voilà. Donc en fait ça n'a pas d'incidence quand vous démarrez, que vous êtes buzzé ou que vous avez des mauvaises notes, parce que ça va tellement vite cette émission, c'est une quotidienne, que un mauvais passage, le lendemain, vu qu'il y a une nouvelle émission, les gens ont déjà oublié. Donc en fait, un mauvais passage, il est mauvais que le temps de sa diffusion, c'est-à-dire que la soirée, où là effectivement l'humoriste qui a été buzzé peut effectivement en souffrir ou être contrarié par des mauvais retours sur le net ou quoi. Mais le lendemain, c'est oublié déjà, donc ça n'a aucune incidence sur aucune carrière que ce soit. Alors c'est vrai que moi je me suis posé la question. Les gens me connaissent, et en fait je me suis rendu compte que ça, au contraire, ça m'a donné encore plus de sympathie au niveau du public, parce que les gens ont vraiment été plus déçus et peinés pour moi.
Moi, honnêtement, j'étais dans la 4e dimension ce jour-là. C'est peut-être pas rentrer dans les détails, mais enfin, ça a été un passage un peu spécial pour moi pour des tas de raisons et qui font que, en fait, je l'ai pas du tout défendu ce sketch. Et le public a au contraire manifesté beaucoup d'affection et d'amitié. J'ai le compte Twitter qui a explosé alors que d'habitude ça stagne un petit peu après chaque passage. Et là, au contraire, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Pareil sur Facebook, un nombre incalculable de messages, de SMS et tout. Donc en fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand ça se passe mal, les gens qui vous aiment se manifestent énormément. Alors que quand ça se passe bien, ils sont là, mais pas plus que de raison. Et en fait, vous redécouvrez avec un mauvais passage que les gens vous apprécient, vous aiment énormément. Et moi, finalement, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. On était un peu passif, peut-être, jusque-là. Et moi, ça m'a reboosté, redynamisé. Et finalement, ça a été un passage plus bénéfique qu'autre chose. Et puis très étonnant. Et puis quand on voit la qualité du sketch hier soir sur le retour de Don Quichotte, bravo, encore une fois, ouais, franchement. Oui, ça en plus, voilà, c'est un peu la chance qu'on a, c'est de pouvoir se déguiser, de faire venir les copains, jouer comme ça à plusieurs. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on ne peut pas faire en fait dans nos spectacles. Là, on peut le faire à la télé grâce à l'émission. C'est un vrai bonheur, quoi. Muriel de Pompignan, elle me demande, alors une question qui vient très très souvent parmi tous les humoristes, elle me demande, avez-vous le trac à la télé et sur scène? Sur scène, oui, toujours, mais c'est pas le même qu'à la télé. C'est-à-dire que moi, je joue maintenant un spectacle qui est bien rodé, donc c'est plus une angoisse, non pas de l'oubli du texte ou quoi, mais plus une angoisse. Est-ce qu'ils vont être bien ce soir? Est-ce que je vais être bien? Est-ce qu'on va se rencontrer avec le public? Est-ce qu'on va passer un bon moment? Ouais. Et puis une fois que vous êtes sur scène, ça part et puis le trac disparaît. Par contre, c'est vrai que à la télé, c'est très différent parce que on joue des sketchs qui sont inédits, qui sont très très frais parce qu'on les a écrits pendant la semaine qui précède notre passage, donc ils sont pas, on va dire, sus sur le bout des doigts. On n'est pas au fait de nos vannes, on n'est pas sûr du retour qu'on va avoir, donc il y a une angoisse et un stress permanent parce qu'en plus c'est diffusé à la télé, donc il y a tout le cheminement des caméras, du public, etc. et puis du jury qui fait que on est dans un état de stress qui n'est pas celui de la scène. Donc je vais dire, à la scène on a un track tout à fait normal et gérable. À la télé c'est un track différent qui est présent du premier au dernier passage. Ça, et puis à la télé, j'imagine qu'en 3 minutes vous n'avez pas le temps d'improviser. J'imagine. Non, pas vraiment. On peut se le permettre d'improviser. Voilà, on a tous des petites facilités qui nous permettent de rebondir quand on sent que ça marche pas. Mais si on sort trop du texte, c'est compliqué parce qu'il faut se tenir au sujet. On est jugé, donc voilà. Il vaut mieux pas trop s'amuser à faire des impros, ou alors vraiment si elles sont nécessaires, quoi. Julie d'Agen qui nous dit, lorsque les enregistrements sont terminés, y a-t-il parfois des conversations hors micro entre humoristes et jury? Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé. Très peu cette année, ce que je déplore, parce que avant on descendait les marches, les saisons précédentes, on descendait les marches, on venait serrer la main du jury, on pouvait discuter un peu. Cette année, bizarrement, on redescendait par derrière et puis en fait on n'avait pas de rencontre avec le jury. Le seul jury qui venait nous voir, c'était Grégoire Furer du Festival de Montreux, qui venait nous voir entre chaque émission dans les coulisses pour discuter un peu. Mais c'est vrai qu'on a eu très très peu de contact finalement avec les 3 autres, ce que je regrette un peu d'ailleurs dans le fonctionnement. Mais avec l'ancien jury, oui, je vais pas dire que c'était devenu des amis intimes. Enfin oui, on se parlait, on se voyait hors caméra et très souvent. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une émission de télé, parce que parfois on pouvait avoir des clashs avec le jury et puis une fois les caméras éteintes, le jury venait nous voir et nous disait bon, c'est que de la télé, c'est pas bien grave. Et quand on n'est pas habitué à ça, ça peut être très déconcertant, très étonnant. Oui. Moi j'ai un souvenir, pas un bon souvenir d'ailleurs, d'un sketch comme ça avec qui était sur la Formule 1 que j'avais joué. Moi j'y croyais à ce sketch, je m'étais amusé avec Nicole Ferroni et il n'avait pas du tout plu au jury. Et Jean-Luc Moreau m'avait fait des réflexions, lui qui d'habitude m'avait toujours fait des remarques très pertinentes et très pointues. Là, la seule remarque qu'il m'avait faite pour justifier sa mauvaise note, c'était de me dire t'as mal fait le décodeur Canal+, et puis ça m'a rappelé un événement tragique. Et moi, j'entends ça et je reste bête parce que je me suis dit, mais oui, bon, et sinon Jean-Luc, mon sketch, techniquement, théoriquement, il y a quoi à dire, et c'est la seule chose qu'il m'a dit. Et puis, une fois que je suis descendu, il est venu me voir, tout sourire, et m'a dit, le prends pas mal, hein, c'est que de la télé. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais oui, c'est que de la télé, mais justement, c'est diffusé. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte finalement qu'il y a un gros parallèle entre ce qui peut être ressenti et ce qui peut être dit. Et parfois, c'est très sincère ce que va vous dire le jury, c'est très ressenti, c'est très viscéral, on va dire. Et parfois c'est vraiment du chiquet, c'est de la télé, c'est complètement artificiel.
essentiel. Et ça, je l'ai appris vraiment sur le tard. Moi qui viens pas de la télé, je viens de la scène. Moi, je suis venu à la télé par nécessité et un peu par hasard, mais on apprend ça sur le tas. En fait, on n'est pas briefé, quoi. On n'a pas de mode d'emploi, mais c'est vrai que ça peut être très déstabilisant. Et bon, sur la fin, on le sait que ça marche comme ça, donc c'est pas grave, on s'en fait plus toute une montagne, mais quand vous le réalisez, c'est parfois un peu étonnant, ouais. Sébastien de Montcuq, y a-t-il des humoristes chez Rondard qui n'ont plus d'humour hors caméra? Ça, c'est la question un peu délicate. Non, franchement, non. Je crois qu'on est tous, en tout cas, moi, on a tous de très très bons rapports les uns avec les autres. Après, il y en a avec lesquels, moi, personnellement, j'ai plus d'affinité que d'autres, ce qui est tout à fait normal. C'est normal, ça, oui. Ouais, voilà, mais c'est un peu, moi, je compare. C'est comme dans la vie, ça. Ouais, voilà, mais c'est un peu comme à l'école, hein, vraiment. Ouais, c'est-à-dire qu'on est noté comme à l'école, on a un devoir à faire en une semaine, et puis on est une trentaine de pensionnaires. Il y a ceux avec lesquels on s'entend très très bien, et puis il y a ceux avec lesquels on s'entend un petit peu moins bien, mais on est tous dans la même galère, dans la même aventure, et il y en a pas de moins drôle ou plus drôle que d'autres. Voilà. Après, on a tous des réactions différentes par rapport à l'émission, par rapport au concept, par rapport au jury. Mais non, franchement, tout le monde est très sympa. Il y a vraiment eu une super ambiance pendant. Enfin, moi, j'ai participé à l'émission 2 ans et demi, donc voilà. Enfin, depuis que l'émission existe, je sais qu'il y a toujours eu de très très bons rapports entre les artistes. Mais en même temps, je veux dire, c'est normal parce qu'on se connaît tous d'avant l'émission pour la plupart. On va pas mentir. On était tous, on a tous connu les mêmes festivals, on a tous fait les mêmes plateaux. Donc, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'entre vous, on vous sent solidaire. Dès qu'il y en a un qui est un petit peu blessé, on vous sent solidaire, on sent que vous allez l'aider. Ça fait plaisir. Ça transparaît, cette amitié entre vous, moi je trouve. Oui, voilà, ça c'est vraiment des choses qui peuvent pas être. On peut pas truquer et tricher ça parce que c'est comme je vous disais, on se connaît depuis de nombreuses années. On a fait les mêmes plateaux, on a vécu parfois les mêmes galères. Moi j'ai fait, je me souviens, on a fait, je me rappelle il y a quelques années, on était au festival de Puy-Saint-Vincent avec, il y avait un beau palmarès. L'émission n'existait pas. Il y avait la même soirée, il y avait outre moi-même, il y avait Antonia, Léla Scarguet et Jérémy Ferrari. Et on a tous pris un four monumental, quoi. Et après, tous, on a vraiment bien fonctionné dans l'émission. Donc, enfin, quand je dis un four, c'est exagéré, mais enfin, les sketchs n'ont vraiment pas marché, comme après ils ont pu marcher suite à l'émission. C'est très étonnant, quoi. Alors là, vous avez cité Jérémy Ferrari. Là, j'ai une question qui se rapproche un peu de lui. Véronique Dovillard qui me dit, Cyril, y a-t-il des sujets que vous vous interdisez d'aborder dans vos sketchs? Et là, peut-être qu'elle veut faire allusion peut-être à l'humour noir de Jérémy, peut-être. Après, c'est vraiment ça, c'est plutôt un mode d'expression, l'humour noir. Moi, je m'interdis rien, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis très très bon public. Moi, j'adore ce que fait Jérémy Ferrari, mais je serais incapable de faire la moitié de ce qu'il fait lui sur scène. C'est peut-être une question de pudeur ou d'éducation. Je saurais pas comment vous dire, mais il y a des thèmes que je n'arriverai pas à jouer, en tout cas avec sincérité. Je suis pas capable de rire de la maladie, par exemple. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors que ce que fait Jérémy va en même temps, parallèlement, me faire beaucoup rire, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Moi, j'ai pas de sujet tabou en soi. Il y a des choses que je n'arrive pas avec lesquelles j'ai du mal. Donc, dès qu'on a du mal, autant ne pas le faire parce que sinon. Justement, moi, j'invite les auditeurs, justement, puisqu'on parle de ça, à aller jeter un œil sur votre site et d'aller regarder ce petit film, cette parodie que vous avez fait sur Thriller. Qui est pas d'humour noir du tout et qui est très bien faite. Ouais, vraiment très bien faite. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien faire, ouais. Ah ouais, tout à fait. Sacha de Castelzarazin, est-ce que vous êtes du genre à vous inspirer des spectacles d'autres humoristes pour écrire ensuite des sketchs? Oui et non. Moi j'ai vraiment bouffé de l'humoriste depuis mon plus jeune âge. Donc en fait mon inspiration elle est plurielle, je vais dire. C'est-à-dire que j'ai autant pu rigoler devant les sketchs de l'époque de Patrick Sébastien, tous les trucs de tous les humoristes qui ont participé à la classe. Moi j'ai vraiment eu une grosse influence de Pierre Palmade à une époque, Jean-Marie Bigard, des gens comme Pierre Ocagne aussi m'inspirent beaucoup. Franchement, les inconnus, voilà, ça va des moins populaires humoristes aux plus grosses stars. Je me suis pas inspiré au sens où on peut l'entendre, mais je me suis nourri vraiment de toute forme d'humour, et c'est peut-être aussi ce qui fait que dans mon spectacle il y a des choses très différentes. C'est que vraiment j'ai regardé un peu dans tous les sens, et je suis allé voir autant des petits humoristes dans les cafés-théâtres que des grosses stars dans les zéniths et tout, et
Et tout ça, ça m'a inspiré. Donc après, il n'y a pas un humoriste particulier qui me fascine plus qu'un autre, mais voilà, je me suis inspiré un peu de, je vais dire un peu de tout le monde et personne, quoi. Est-ce qu'il vous arrive, Cyril et Tess, de jeter un regard sur votre parcours, hein, depuis vos premiers sketchs au collège jusqu'à aujourd'hui? Oui, bah oui, des fois on se projette un peu en arrière, on se dit pétard, il y a eu tout ça de fait, ça fait pas mal d'évolutions. Il y a des choses qu'on referait peut-être pas de la même manière, des choses qu'on ferait peut-être pas du tout. Mais globalement, franchement, non, je suis plutôt content. C'est assez rigolo. En plus, maintenant avec les réseaux sociaux, on revoit un peu des copains de lycée, tout ça. Donc j'ai plein de gens comme ça qui m'ont ajouté que j'avais pas vu depuis 20 ans et qu'on retrouve comme ça par le biais on voit ce qu'ils sont devenus. Et puis c'est touchant de voir justement des gens qui vous disent tu te rappelles quand tu faisais tel sketch devant les profs, tout ça. Donc il y a une évolution qui fait plaisir, parce que maintenant que moi c'est vrai que c'est là qu'on réalise et qu'on se rappelle que on avait envie de faire ça depuis des années devant les copains, devant les profs, on faisait des sketchs, et puis maintenant on fait ça dans des salles d'importance assez grande, et puis à la télévision. Donc c'est bien sûr que c'est touchant, ça fait plaisir, voilà. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Et puis je suis pas, même si je peux être assez nostalgique, je suis pas non plus passéiste, donc faut pas non plus regarder tout le temps en arrière, parce que sinon on n'avance pas, quoi. Comment s'est passée votre première fois en scène? Vous vous en souvenez, non? Toute première fois en professionnel, vous voulez dire? Oui, en professionnel, bien sûr. Ouais, ça devait être je crois que c'était en première partie. Moi, la première dont je me souviens, j'étais en première partie d'un artiste qui s'appelle Timbre Poste et qui participait à la classe. C'était un des artistes vedettes de la classe. J'adorais ce qu'il faisait, et j'avais fait sa première partie. Je me rappelle, c'était à Toulon, et ça a été vraiment ma première scène entre guillemets professionnelle. Après, mes premières scènes, vraiment, ça a été à Marseille, dans les petits cafés-théâtres de l'époque, le Chocolat Théâtre, le Quai du Rire, tout ça. Donc c'est la première fois qu'on se confronte à un public autre que ses potes, que sa famille, et c'est là qu'on voit si ça peut fonctionner ou pas. Ouais. Et l'accueil avait été vachement bien. Donc voilà. Après, j'ai pas de souvenir très très précis, en fait. Mais je me souviens que c'était un très bel accueil, en tout cas. En 2 mots, Cyril, dites-nous de votre coup de cœur du moment et votre coup de gueule pour terminer cette émission. Votre coup de cœur. Coup de cœur, sur n'importe quel sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous citer en coup de cœur? Il y a tellement de choses bien. Ah bah ça va. Je sais pas, peut-être tout simplement ces 2 ans pour ma part, en tout cas, passés dans cette émission qui m'a énormément apporté, dans laquelle je me suis éclaté. Il y a eu parfois des moments difficiles, mais il y a eu des moments fabuleux aussi. Tous les gens que j'ai retrouvés, et puis que ceux que j'ai rencontrés aussi, tant du côté des artistes que du côté du jury, parce que il y a des gens avec lesquels j'ai noué des liens amicaux, et on va certainement se retrouver et faire d'autres choses. Donc le coup de cœur, c'est peut-être On ne demande qu'à en rire, parce que ça m'a énormément apporté dans ma petite carrière. D'accord. C'est super important. Et votre coup de gueule, ce serait quoi? Le coup de gueule, moi qui m'énerve tout le temps, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être les grèves qui en ce moment, ça me nifle. Ah oui, j'ai lu quelque part que je crois que c'est votre ami Babas qui a pas pu se rendre à votre sketch, je crois, il me semble, à cause de ça, non? Voilà, en fait l'idée pour le sketch de Don Quichotte, j'avais un peu c'est mon côté bon samaritain, ça. J'avais envie de ramener en fait tous les copains qui avaient été un peu mis de côté par la production d'On ne demande qu'à en rire. J'avais envie un petit peu de les remettre sur le devant de la scène, donc c'est pour ça que j'avais contacté qui c'est qui a fait ça. Malheureusement, Sandra a été aux États-Unis, donc elle ne pouvait pas venir pour ce sketch. Pascal m'a répondu oui tout de suite. Et puis en fait le rôle d'Anthony devait être tenu par Babas, et puis il n'a pas pu venir parce qu'il y avait la grève des trains et que c'était très très compliqué. Donc finalement j'ai appelé un peu Anthony au dernier moment. Et puis bon, finalement je regrette pas du tout, parce que Anthony m'a vraiment fait un rôle de composition génial. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de revoir Babas dans l'émission, parce qu'il a contribué autant que les autres à lancer l'émission et à sa popularité à un moment donné. Donc j'aurais trouvé bien que tous les anciens un peu mis de côté puissent faire une apparition. Dans ces grèves, franchement, ça a été très très pénible, la grève de la SNCF pendant une semaine. Même au niveau de l'émission, ça a été catastrophique. Il a fallu y aller en avion, en voiture. Enfin, c'était très très pénible. Est-ce que vous aimez le foot, Cyril? Pas du tout. Pas du tout. Donc non, là, je suis désolé, mais alors pas du tout. Il me casse les pieds à klaxonner sous mes fenêtres. Alors lundi, on ne pourra pas compter sur vous, lundi soir.
Non, pas Hein? vraiment. Non. Puis en plus pour nous c'est une catastrophe parce que quand il y a la Coupe du Monde tous les 4 ans, les salles sont vides, donc c'est infernal. C'est infernal. Alors je vous demanderai pas votre pronostic pour l'équipe de France. Tant pis, on le saura pas. Non, mais après moi je suis gentil, hein, donc je souhaite que chacun y trouve son compte et que l'équipe défendue par chacun gagne. Hein. Bon, voilà, tant mieux. Voilà. Mais c'est pas vrai que c'est pas mon truc le foot. Merci beaucoup Cyril. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to